Bien. Alors, oui, alors, il me reste ça à ranger. Alors, oui. Alors, je vais mettre ça là. Et ça, alors, oui. C'est ici. Et ça, je vais laisser ça là pour le moment. Ah. Qui êtes-vous? Vous êtes là? Je ne vous attendais pas ici. Je me présente. Mon nom est Raoul Nain de Pied de Vache. Il y a un lutin de la... Je trie le courrier de notre beau territoire de Brocéliande afin de remettre là au Père Noël qui se trouve dans les terres quelque plus au nord, au pays des aurores boréales, vous le savez très bien. D'ailleurs, écoutez, cette mission est dans un endroit secret. Sachez qu'il ne faut pas révéler cet endroit. Je compte sur vous, petit, grand, moyen, enfin vous surtout, vous là-bas, vous au fond. Je compte sur vous. Eh bien, je vous attendais pas en cet endroit. Enfin, bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous êtes ici, j'ai fini mon courrier, enfin je vais l'envoyer au Père Noël. Et d'ailleurs, il y en a moins que cette année, enfin que l'année dernière. C'est peut-être une absence ou un retard. Je compte sur vous pour envoyer votre lettre au Père Noël. Ce serait fâcheux, vous comprenez? Bien, comme vous êtes tous ici ce soir, en ce 23 décembre, je vais me permettre de vous conter une histoire. Bien. La Bretagne regorge de contes et d'histoires portant sur l'imaginaire en Brocéliande. Il va de soi que cette histoire est, comment vous dire, nous touche au plus haut point. Il était une fois l'histoire d'une famille, la famille de Jean et de Jeanne, de pauvres fermiers qui habitaient en Kernéan, dans la petite commune de Néant. Néant ou le Néant, enfin, un endroit un peu perdu. Cette ferme, on aurait pu l'appeler un trou. Enfin, un endroit perdu dont on ne sait où. Jean et Jeanne étaient des fermiers. Ils avaient peu de choses. Quelques vaches, un cochon, une pauvre ferme, quelques terres et un peu de bois. Pour réussir à rejoindre les deux bouts, Jeanne faisait du fil qu'elle vendait au marché de Pleuhermel. En ce 23 décembre du siècle dernier, Jeanne donna du fil à Jean, lui demandant de l'emmener au marché de Pleuhermel. Ce fil serait vendu au plus offrant et permettrait ainsi d'avoir quelques oranges pour le jour de la Saint-Sylvestre ou quelques cadeaux pour les enfants. Car Jean et Jeanne avaient cette chance d'avoir 3 enfants. Ils les aidaient au champ, faisant en sorte de soutenir leurs parents tant bien que mal. Jean avait beaucoup de difficultés à se lever et à emmener sa marchandise pour aller jusqu'au marché. Et il va de soi qu'il fallait traverser le pays des sorciers, à Louia. Et ce n'était point courageux, ce Jean. Mais bon, à force de remontrance de son épouse, il se décida donc de porter cette marchandise jusqu'au marché, tôt le matin. Par chemin creux, il traversa les terres de Louia avec sa marchandise, quand soudain, au fond d'un chemin creux, non loin d'un énorme hêtre, surgirent 3 énormes chiens.
Le premier, face à lui, semble être le meneur. Il se présenta devant notre ami Jean et se mit à parler. Je te reconnais bien, Jean, mes amis, mes frères, loups, chiens, enfin. Laissez-le tranquille. Ce Jean n'est qu'un pauvre hère, un pauvre paysan, qui a bien du mal à joindre les deux bouts. Il va de soi que, si nous pouvions l'aider en ce 23 décembre, il pourrait mener sa vie beaucoup plus paisiblement. Et c'est alors que le premier loup sortit d'on ne sait où un manteau, un énorme manteau. Jean, amené par sa gueule, il le déposa aux pieds de Jean. Jean, ce manteau, il te servira, j'en suis sûr. Sache que, quand tu le porteras, tout à coup, ton attitude, ta nature, ton corps sera beaucoup plus svelte, plus athlétique, beaucoup plus jeune. Et cependant, si tu le remets de revers, ce manteau te sera fort utile. Empli de magie, il te permettra de disparaître, de te rendre invisible. Le deuxième loup s'empressa lui aussi de ramener un cadeau. Eh bien, comme mon aîné t'a apporté un cadeau, en voici un autre. Il lui déposa à ses pieds une serviette de table, pliée 4 à 4, toute menue. Tiens, Jean, je suis sûr que cette serviette te sera fort utile. Lorsque l'appétit te viendra, lorsque tu auras envie de faire bonbons et ripaille, eh bien, tu n'auras qu'à ouvrir cette serviette, de la placer sur une table ou à même le sol, et de dire « Serviette, fais ton devoir ». Et tu verras, charcuterie, viande, volaille, tourte, tout ce que tu désireras se trouvera sur cette serviette. Point trop n'en fut pour que le troisième loup, qui lui aussi se dirigea et proposa lui aussi un autre objet. Il déposa une bourse en cuir. Elle paraissait bien vide. Non, Jean, tu te détrompes. Tu vois une bourse vide, mais en réalité, lorsque tu mettras la main dedans, que tu diras « Bourse, fais ton devoir », eh bien, tu y trouveras 100 ducats. Était-ce un rêve? Était-ce une image, un rêve, une affabulation? Jean ne comprenait pas ce qu'il venait de se passer. Il avait face à lui, en réalité, il est vrai, 3 objets qu'il s'empressa de récupérer. Il n'avait pas réellement compris ce qui venait de se dérouler. Il prit ces objets, les mit dans sa besace et s'empressa de continuer en direction de Pleuhermel afin d'aller au marché. Oh, un peu de curiosité quand même. J'ai une bourse à mes côtés. Elle paraît bien vide. Que m'a dit ce chien déjà? Plonge ta main dans cette bourse et... Bourse, fais ton devoir. C'est ce qu'il fit, Jean. Il prit sa bourse, plongea sa main dedans. Bourse, fais ton devoir. Et c'est à ce moment-là qu'il sortit 100 ducats. Surprenant, ce n'était pas un rêve ni une affabulation. C'était vrai. Ce qui venait de se passer s'était réellement déroulé. Jean s'empressa de vider sa valise, de
retirer le fil qui s'y trouvait et de y placer le la... Il va au marché, comme un en pâte, heureux de se dérouler. Ah, taverne, aubergiste, oui, shopping, bon ripaille, buvons à ma santé. L'aubergiste était assez surpris de ce qui se passait. C'était bien la première fois que je voyais Jean payer des sommes quelque peu surprenantes, lancer les convives de cette table. Les convives rassurés, la bourse faisant son devoir, bar sans ducat et sans ducat, Jean était le plus heureux des hommes. Il avait 3 objets fabuleux. Il rentra chez lui. Il se retrouva devant son époux, tout guilleret qu'il était. Ah, Jeanne, tu ne sais pas ce qui vient de se passer. Jeanne se demandait s'il avait un peu trop bu ou que sais-je encore. Jeanne, écoute, fini les soucis. Nous mangerons chaque jour du lard. Oui, saucisses. Nous pourrons boire du vin de qualité. Bref, nous sommes sauvés. J'ai récupéré 3 objets. Regarde, ce manteau. Jean présenta ce manteau à son épouse. D'un geste rapide, il se mit à endosser ce manteau le plus vite possible. Et d'un coup, les yeux ébahis de Jeanne, elle fut surprise d'un vieux fermier qu'elle avait pour mari. Elle n'avait que face à lui un beau et grand jeune homme, svelte, adroit, souriant. Elle ne put s'empêcher de sourire et de se rapprocher au plus près de son étranger. Mais non, Jeanne, ne t'inquiète pas, ce n'est que moi. Ce n'est que moi, c'est grâce à ce manteau. Il s'écarta quelque peu, mit le manteau de revers et hop, disparut. Jeanne surprise, mais mon aimé, es-tu sorcier? Où es-tu? Jean arrêta cette situation, il retira le manteau, surpris. Son épouse en lui on est... Regarde. Oui, elle est bien vide, n'est-ce pas? Plonge la main dedans. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, essaye. Jeanne se permit de plonger la main dedans. Mais il n'y a rien dans cette bourse, Jean. Tu te fous de moi? Ta sorcellerie encore? Non, mon épouse. Plonge ta main dedans et prononce « Bourse, fais ton devoir. Bourse, fais ton devoir. » Mais, Jean, il y a au moins 100 ducats. Jean était le plus heureux des hommes. Il avait de nouveau réussi à conquérir son épouse. Pas de nombreux stratagèmes, quelque peu magiques, mais ce n'est pas tout. Regarde, cette serviette. Non, tu ne rêves pas. J'ai bien 3 objets magiques, et ceci est une serviette.
Tu te dirais qu'elle ne sert à rien. Eh bien, si tu la déplies complètement, que tu la poses délicatement sur une table ou à même le sol, eh bien, un repas te pourra être servi. Et tu sais, la phrase « Serviette, fais ton devoir ». Jeanne se permit de prendre la serviette, la déposa à même le sol, et soudain, « Serviette, fais ton devoir », et ce n'est que charcuterie, galettes, tourtes, gigots, potées. Il y avait abondance littérale. Bonbons ce soir. Mes enfants, mon épouse, profitons-en, profitons de ce repas. Cette journée changea littéralement le quotidien de ce pauvre couple de Kernéan. Ils vécurent très heureux les années suivantes. C'est grâce à trois objets qu'ils purent sortir leurs enfants, les emmener à eux-mêmes, mais aussi vivre tout simplement heureux, tels qu'ils étaient. Les enfants grands. Hélas, quelques années plus tard, c'est l'épouse de Jean qui, par une maladie, disparue. Jean avait perdu certaines de son socle cher. Périr de nous. Cela faisait 5 ans, maintenant qu'il profitait pleinement de ces objets. Un 23 décembre, anniversaire de cette remise, de cette rencontre avec ces 3 chiens, Jean regroupa ses enfants. Vous êtes adultes maintenant, mes enfants. Il me doit un devoir de vous remettre à chacun d'entre vous une part de ce que nous possédons. Moi et votre maman qui a disparu. En ce 23 décembre, anniversaire de cette remise de cadeaux, je vais vous remettre à chacun, il va de soi, à parts égales, pour que vous puissiez continuer votre périple dans la vie. À toi, mon aîné, toi qui es le terrien, je te remettrai la ferme, les terres, les bêtes, le cochon. Tu pourras ainsi faire fructifier ma ferme et continuer ainsi à honorer notre bonne famille de Kernéan. Toi, le plus sage et le plus mystique, qui te destine à être prêtre, je te remets la serviette, cette fameuse serviette magique. Elle te permettra de nourrir les pauvres et les indigents, de les aider à continuer leur vie, mais aussi de partager de modestes repas. Tu n'éprouveras plus la faim grâce à ceci. Le cadet, lui, n'avait toujours pas réussi à récupérer sa part. Et moi, père, je n'ai rien. Attends. Pour toi, mon fils, à qui j'ai remis cette serviette, je te remettrai aussi ce manteau. Il te permettra aussi de te protéger de voleurs ou de mécréants qui seraient sur ton chemin lorsque tu iras dans ta paroisse. Le cadet est totalement énorme. Écoute, peut-être pas le plus valeureux, le plus artistique de vous. Tu t'es allé à la vie, faire bonbon en série
toutes les tavernes de Paris. Eh bien, écoute, je te remets cette bourse. Tu sais très bien qu'avec ceci, cela te permettra de vivre pleinement tes envies de richesse et de joyeuseté dans la capitale. Les enfants furent conquis par ce partage. Le plus jeune, le cadet, se décida donc, avec cette bourse, de partir directement à Paris. Il partit chemin faisant, vite, dans un carrosse. Je paierai sans encombre ce chemin. Grâce à cette bourse, je n'éprouverai plus le besoin. À peine avait-il mis les pieds à Montmartre, dans un quartier de Paris, que ce jeune homme dépensa sans compter. Il allait de comptoir en comptoir, de taverne en hôtel, de palais en maisonnée de petites vertus. Enfin, il dépensait sans compter. On le surnommait même le prince, car on ne savait pas d'où venait sa propre richesse. C'est à ce moment-là que une princesse, venue du froid, de l'Est, se rapprocha de ce jeune homme. Vous me paraissez fort sympathique. J'ai bien remarqué, on vous nomme prince. Est-il vrai ? Naturellement, ce jeune coq se gargarisait de cette situation. Mais bien sûr. Attendez. Et là, il présenta devant cette jeune princesse, voilà, autant de ducats qu'il avait de main. Écoute, tu veux de l'argent ? Toi, tu le comprends, je suis prince et je vis sans compter. Il va de soi que ton joli minois ne resterait pas à l'écart. Souhaites-tu m'épouser, peut-être ? La princesse était un peu surprise par rapport à la situation. Ce jeune homme, même s'il se prénommait prince, était quelque peu, un petit peu trop volontaire dans ses... Bref. Elle remarqua qu'il avait tendance à mettre sa main souvent dans cette bourse, afin d'y récupérer piécettes et ducats, comme par magie. Un soir, alors qu'ils étaient tous les deux dans une auberge, au Chakiri, à Montparnasse, ce fut la fois de trop. Alors qu'il devait payer cette longue note qui correspondait à toutes les dépenses qu'il avait faites dans cette taverne, eh bien, la princesse remarqua que « Bourse, fais ton devoir ». Elle comprit que c'était de la magie, une surprise, non. Elle s'écria d'un coup « Au voleur! Au voleur! Il essaye de m'abuser !» Le jeune homme se retourna et ne savait plus que faire. La police est intervenue, les gendarmes sont arrivés, ont molesté le pauvre jeune homme et l'ont remis tout de suite au cachot. Il resta quelques jours, cherchant en vain de trouver une solution à sa perte. Il n'avait plus sa bourse. Il était retombé au plus bas de la société. Il était bien seul. Il retourna chez ses frères. Il apprit que son père avait disparu, emporté lui aussi par la maladie. Son grand frère lui proposa à boire et à manger, une table propre, ainsi que quelques vêtements. Son autre frère, lui aussi, lui proposa de dormir chez lui. Soit. Le prince se décida donc d'aller chez ses...
On reprend. On reprend. Et donc, il se décida donc d'aller chez un de ses frères afin d'y passer la nuit, chez le prêtre. Il passa la nuit afin de se remettre d'aplomb. Soudain, la porte, on frappa à la porte. « Monsieur le curé, j'ai la petite de ma fille qui est en train de mourir. Il faut à tout prix faire l'injonction. Bien, soit. Écoute, frangin, je te laisse dans cette maison, je te laisse en cet endroit et reste couché. » Il partit de son habitation et laissa donc son jeune frère seul. Quelle ne fut pas cette erreur. Le jeune frère s'empressa de récupérer le manteau ainsi que la serviette, qui était l'héritage qu'on avait remis, donc que leur père leur avait remis. Ni une ni deux, il s'empressa de repartir à Paris, de refaire bonbons, ripailles, de vivre encore comme le prince tel qu'il était par le passé. Il découvra de nouveau la fameuse princesse qu'il avait rencontrée, cette princesse de l'Est. Naturellement, il vivait toujours, non plus chichement par le passé, mais avec largesse. La princesse fut encore de nouveau étonnée. « Mais comment fais-tu, mon ami ?» Naïf qu'il était, il s'est permis encore d'exprimer la qualité de ses pouvoirs. « Eh bien, je n'ai plus la bourse, mais sache que j'ai un manteau. Regarde, grâce à ce manteau, je suis encore plus beau que par le passé. Et si je le mets sur le revers, je suis invisible. Et grâce à cette serviette, regarde, nous aurons bonbons et ripailles, nous pourrons manger, le plus gracieusement possible. » La princesse fut encore surprise. Et elle cria de nouveau, « Au secours ! Cet individu a voulu me voler !» De nouveau, dans sa grande naïveté, ce pauvre jeune homme fut de nouveau emprisonné quelques jours par ses gendarmes. Il perdit le manteau ainsi que la serviette. Ces 3 objets qui lui avaient été remis par son père. Il n'avait plus rien. Sans dessous, de nouveau. Il repartait de zéro. Il partit sur la Seine. À un moment, à une halte en Normandie, non loin d'un pommier. De nombreux fruits débordant de ce pommier. Le jeune homme prit les pommes. Elles étaient plus belles les unes que les autres, de couleurs différentes. Il ne put s'empêcher de croquer dedans. Ram ! Il la dévora, ou presque. À peine avait-il croqué un morceau, quelque peu digéré au bout de quelques instants, que son nez commença à pousser. Étonnant, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a encore de la magie ? Mais pourquoi ma vie est emplie de magie, d'objets étranges comme ceci ? Attendez, ce n'est point la même. Il mangea de nouveau dans l'autre pomme, d'une autre couleur, et c'est à ce moment-là que son nez rapetissa. Subterfuge ? Solution peut-être à tous mes déboires. Ces pommes sont magiques. L'une fait pousser le nez, tandis que l'autre le rapetisse. Bien. Il décida donc d'emporter une caisse pleine de pommes, d'aller de nouveau sur Paris, de se mettre au plus près d'où habitait la fameuse princesse venant de l'Est. Il mit tout son étal de pommes de différentes couleurs, les unes plus belles que les autres. Il savait très bien que la princesse passait par là.
Au bout de quelques instants, un carrosse traversa la rue. Et dedans se trouvait la princesse, qui était de nouveau accompagnée par un autre prince, autre que ce pauvre jeune homme qui n'avait plus que des pommes. Attendez, arrêtez le carrosse. Arrêtez le carrosse. Je veux de ces pommes. Ce sera pour notre mariage, un dessert qui pourra être fort sympathique. Bien, la princesse prit les pommes, les mit dans un large panier et les emmena pour les épousailles qui allèrent se dérouler le lendemain. On lui susurra une solution. Il existe un médecin, un jeune homme, non loin d'ici. On dit qu'il soigne avec des pommes. Bien, même si la fête est gâchée, si les épousailles que nous devions faire sont gâchées, il va de soi que j'irai voir ce magicien. Elle s'empressa donc le lendemain d'aller avec son nez de plus de 10 mètres en direction de cet endroit où se trouvait ce fameux magicien qui savait soigner les nez tellement longs qu'on ne pouvait les déplacer si facilement. Bien. Alors, c'était à ce moment-là que le jeune homme utilisa des subterfuges en faisant en sorte de se grimer au maximum pour être face à la princesse. Bien, écoutez, de votre mal, je le connais, de cette longueur de nez aussi. Il va de soi que pour être soigné, il vous faudra une autre pomme. Tenez, croquez dans celle-ci et votre nez rapetissera peut-être. Mais avant tout, n'avez-vous pas volé quelqu'un ? Oui, j'ai volé un jeune homme il y a de cela quelques jours. Je lui ai volé un manteau ainsi qu'une serviette. Bien, eh bien, restituez-les-moi, je les remettrai à ce jeune homme plus tard. C'est qu'elle s'empressa de faire. Elle croqua dans la pomme et le nez rapetissa. Mais il m'en reste. Que dois-je faire ? Croquez de nouveau. Allez-y. Elle croqua de nouveau. Mais attendez, vous avez encore volé, j'ai bien l'impression. Vous avez encore des objets à ce jeune homme. Et elle remit donc de ce fait-là la bourse qui avait été volée. Ces 3 objets étaient donc remis dans la possession de ce jeune hère. Bien, croqué dans la pomme, et le nez rapetissa de nouveau et revint à l'état normal. Le jeune homme avait récupéré les 3 objets. Il s'empressa donc de les remettre de nouveau dans une valise afin de les amener à ses frères. Il retourna donc à Kernéan, dans cette ferme, afin de retrouver ses 2 frères qui étaient là-bas, accompagnés de sa valise et de ses objets. Bien, mes amis, mes frères, mon sang, tout ce qu'il me reste, c'est vous. C'est moi qui vous ai volé. Toi, mon frère, toi le plus sage, le plus mystique aussi. Je t'ai volé ce manteau qui t'aurait été fort utile sur le chemin. Je m'en excuse. Et de cette serviette aussi, qui aurait pu nourrir plus d'un. J'en suis fort désolé. Je n'ai fait que mensonge sur Paris. J'ai essayé d'épouser une princesse qui, elle, a essayé de me tromper. Et me voilà de nouveau ici. J'ai compris. J'ai compris que il n'y avait aucune moralité de faire ceci, de rechercher richesse, bonbons,
grandiloquence. Ce qui est important, c'est d'être au plus près de vous. C'est mon sang. Et je suis sûr que cette ferme a besoin de nous. Et il va de soi que cette ferme continua à vivre avec ses 3 frères, avec ces objets, qu'ils furent utilisés par étapes, calmement, enfin en toute simplicité, sans excès. La ferme de Carnéan continua à progresser. Les 3 frères, enfin 2 principalement, purent faire leur vie dans ce territoire. Et s'il est important de retenir quelque chose de cette histoire, c'est que, avant tout, rien ne sert de courir à travers les richesses, de s'enorgueillir de quoi que ce soit. C'est le bonheur avant tout d'être auprès de ses proches, que ce soit un 23, un 24 décembre ou le jour de la fin de l'année. Donc prenez soin de vous, mes amis. Prenez soin de vous et de vos proches. Je compte sur vous. Bien, je vous laisse. À bientôt. Et bonne fête à vous. Et de cet endroit, gardez le secret.